Est-ce que vous voyez mon écran avec ou sans mes notes? Ah, sans les notes, on voit l'écran. Parfait, super, parfait. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette session de formation sur le libre accès. Je me présente, mon nom est Mohamed Matlouti, je suis le coordonnateur des axes. Je tiens à vous dire que cette session de formation sera enregistrée et diffusée. Donc, si vous ne voulez pas apparaître dans l'enregistrement, je vous prie juste de fermer votre caméra. Si vous avez des questions, juste s'il vous plaît, me les poser à la fin parce que je ne vous vois pas avec les deux écrans sur, euh, sur l'ordinateur. Puis, la présentation sera envoyée avec un sondage. Donc, juste répondez au sondage. Puis, vous pouvez voir l'enregistrement si vous aurez besoin d'informations supplémentaires. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit survol sur le libre accès. C'est quoi les mises à jour des politiques, surtout des FRQ, en lien avec le libre accès. Puis nous allons aussi aborder le volet de dépôt institutionnel un peu plus d'une façon approfondie. Donc, c'est quoi le libre accès? C'est un mouvement mondial visant la démocratisation des savoirs issus de la recherche. Il consiste à rendre accessibles en ligne d'une manière gratuite et illimitée les publications scientifiques et des données de recherche. C'est quoi les avantages du libre accès? Donc, il permet d'améliorer les citations des publications scientifiques et leur impact. Ça permet des collaborations élargies parce que ça permet le rayonnement de nos travaux ou de nos travaux. Ça valorise les retombées de recherche auprès d'un large public, donc ça touche pas juste euh, les communautés de recherche, mais ça touche les cliniciens, les cliniciennes, les étudiants, étudiantes, décideurs, décideuses, des organismes privés ou sans but lucratif et aussi, ça touche le grand public. Puis, ça aide aussi à diffuser les résultats issus des recherches financées par des fonds publics. Et c'est très important de parler des fonds publics parce que c'est des organismes qui nous subventionnent d'une façon générale. Donc, il y a deux organismes politiques pour les organismes de subvention. Il y a les politiques des trois conseils subventionnaires du Canada qui sont les IRSC, les Instituts de recherche en santé du Canada. Il y a le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, le CRSNG, puis le Conseil des recherches en sciences humaines et sociales du Canada. Donc, les politiques de ces trois conseils datent de 2015 environ. Je vous ai laissé le lien si vous voulez faire un peu plus des recherches sur ces politiques-là. Euh, Puis, je peux vous dire qu'il y aura une nouvelle version qui va sortir d'ici 2025. Puis, cette version-là, elle s'enligne avec la version de la politique des FRQ de 2022. Donc, les FRQ, c'est les fonds de recherche du Québec. Je vous ai aussi mis le lien si jamais vous voulez consulter les politiques ou la politique des FRQ. Donc, juste pour vous donner une petite idée sur ces politiques, puis un peu le timeline de ces politiques pour comprendre les modifications ou le changement. Euh, Ces politiques-là datent depuis 2008. Donc, la première politique sur le libre accès, c'est les IASC qui ont sorti en 2008. Puis on voit que ça date d'une quinzaine d'années environ. Par la suite, il y a eu les politiques qui ont été harmonisées de libre accès pour les trois conseils qu'on vient juste de nommer. En 2019, les FRQ ont sorti leur politique sur les FRQ. Et dernièrement, je dis dernièrement en 2022 parce que ça touche plus les publications qui sortent fin 2024, début 2025, la mise à jour de la politique de diffusion en libre accès des FRQ suite à l'adhésion du plan S. Je vous parlais des plans S, c'est quoi? Mais on voit qu'il y a quand même une évolution des politiques. Donc, ce que je voulais que vous reteniez de façon générale concernant les exigences ou les politiques des trois organismes et des FRQ avant 2022, c'est les mêmes politiques que les FRQ. Donc, avant 2022, ça concerne les articles publiés dans les revues avec comité de lecteurs. Ils doivent être diffusés en libre accès avec un embargo d'un maximum de 12 mois après la publication et on utilise
d'une façon générale, la version finale ou la version acceptée, donc la version publiée ou la dernière version qui a été acceptée avant la publication de l'article. Maintenant, pourquoi il y a eu cette modification des FRQ? Les FRQ, il y a eu une adhésion au plan S en 2021. C'est quoi le plan S? C'est un ensemble de principes qui visent à intensifier la transition vers le libre accès. Puis je tiens à vous dire que c'est un mouvement mondial, c'est pas juste au Québec ou au Canada, mais tout le monde sont impliqués dans ce plan S-là. Puis, étant donné qu'il y a eu cette adhésion au plan S, il y a eu un impact, puis l'FRQ a modifié ses politiques en juillet 2022. Donc, les publications qui devront respecter ces nouvelles exigences, c'est les publications qui sont issues des concours lancés à partir du 1er juillet en 2022. Puis, comme j'ai dit, ça touche généralement les publications qui sont publiées environ fin 2024 et à partir de 2025. Donc, ça, c'est les politiques, mais c'est quoi les mises à jour d'une façon générale? Qu'est-ce qui a changé avant et après 2022? Encore une autre fois, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais il y a comme trois choses qui ont changé. C'est le libre accès qui est devenu immédiat. Donc, avant 2022, il y a comme un délai de 12 mois maximum. Après la publication, là, c'est rendu immédiat. Euh, il y a des frais de publication qui sont couverts par les subventions et les bourses d'FRQ, mais euh, ils sont genre sous conditions après 2022, des conditions spécifiques, et aussi les publications doivent être avec une licence ouverte. Donc, comme j'ai dit, de façon générale, ces trois critères, le libre accès immédiat sans embargo, la licence ouverte, puis les restrictions sur la dépense des frais des revues à abonnement. Donc, on va parler de la première. La publication doit être rendue librement accessible aussitôt qu'elle est publiée par une revue. Puis, généralement, on utilise ou les FRQ nous propose deux options. La première option, c'est en publiant dans une revue qui offre le libre accès immédiat de la publication examinée par les pairs. Donc, c'est le Open Access Journal. Puis, l'option 2, c'est le dépôt institutionnel qui offre le libre accès immédiat. Je l'ai encerclé en vert parce qu'on va parler beaucoup plus davantage de cette option, de cette voie verte pour faire les publications en libre accès. Et puis généralement, c'est la version de l'article qui a été acceptée pour la publication et qui a été révisée par les pairs. Pour le deuxième critère, c'est les licences. Fait qu'au moins une des versions de toutes les publications examinées par les pairs doit être diffusée sous licence ouverte, qui est le Creative Commons, le CC BY ou le CC BY ND ou une licence équivalente. C'est un peu flou. C'est quoi les licences? Encore une autre fois, je ne rentre pas trop dans les détails, mais juste à vous dire que il existe 6 types de licences Creative Commons, et c'est les licences ouvertes les plus utilisées dans le contexte d'une publication scientifique qui permet de faire l'utilisation ou la publication de ces publications-là. Donc, on voit ici qu'il y a des niveaux de liberté. Celle qui est plus libre, c'est le CC BY. Donc, ça permet de partager ou de faire des modifications. Ou le CC BY ND ou le CC BY NC ND, qui est la plus conservatrice, non libre. Donc, d'une façon générale, l'FRQ nous recommande d'utiliser une des deux de ces six-là. C'est soit le CC BY qui est le Creative Commons, puis BY, ça veut dire partager, donc on aura l'autorisation de partager, copier, distribuer, communiquer par tous les moyens et sous toutes les formes. Puis on peut aussi adapter, donc on peut modifier ou pour toute utilisation, y compris les utilisations commerciales. On peut utiliser des photos, on peut faire genre modifier ou adapter la publication. Puis l'autorisation, la deuxième, le CC BY ND, elle nous autorise seulement à partager, mais on ne peut pas faire des modifications. Juste à vous dire que il faut très bien choisir la licence au moment de dépôt de libre accès parce que si par exemple on choisit le CC BY, on ne peut pas par la suite faire marche arrière
échangé pour un CC BY ND. Puis d'une façon générale, on utilise ou on recommande le CC BY ND, et c'est rare qu'on le voit. Troisième critère, c'est les frais de publication qui sont en libre accès, mais ça concerne les revues à abonnement. On parle des restrictions. Donc, c'est les frais que les auteurs payent à la revue, les abonnements. Puis, ils ont une dépense, ce sont des dépenses admissibles seulement s'il y a deux critères. Donc, c'est soit que la revue à abonnement est en transformation vers une revue libre accès, ou elle est touchée par une entente de transformation. Euh, c'est quoi les revues et les ententes de transformation? Ce sont des processus mis en place qui permettent de tranquillement la revue payante ou sous abonnement d'aller vers une revue en libre accès. Puis, afin de supporter cette transition, l'FRQ permet d'utiliser ces fonds pour payer les frais de publication en libre accès pour ce genre d'exception. Donc, tout ça pour dire que revue avec abonnement, ce n'est pas admissible. On ne paie pas pour rendre nos articles public ou publié. Puis ça, c'est pour éviter le double profit. Donc, on ne paie pas pour s'abonner, euh, puis on ne paie pas pour faire une publication en libre accès. Donc, juste pour protéger un peu les fonds publics, les FRQ a mis ces restrictions-là. Maintenant, comment on peut vérifier si les revues vraiment répondent à ces critères-là? Puis, comment on peut s'assurer, comment on peut faire, c'est quoi les particularités des revues, etc. Euh, donc, pour identifier les revues conformes à laquelle les membres chercheurs peuvent publier tout en respectant les exigences des FRQ, euh, on peut utiliser ce qu'on appelle le Journal Check Tool qui est un outil du plan S. Ce qui est bon avec cet outil-là, c'est un outil qui est en anglais et en français. Puis, ça permet d'avoir beaucoup d'informations en lien avec les revues. D'une façon générale, on doit mettre, pour utiliser ce tool-là, il faut mettre la revue, il faut mettre l'organisme qui est par exemple l'organisme de financement, qui est par exemple l'FRQ. Puis, il faut aussi mettre l'institution. Généralement, on met l'université, on est affilié à quelle université. Et pour les résultats, généralement, on obtient soit un libre accès intégral, donc publié en libre accès, soit c'est une revue en transformation ou touchée par la transformation, une entente de transformation. Ou aussi, ça permet l'auto-archivage. Donc, ça permet la publication euh, en dépôt institutionnel ou le libre accès en dépôt institutionnel. Donc, on va faire un petit exercice. On peut aller voir ou essayer le Journal Check Tool. Donc, moi, je vous invite à aller sur le lien ou juste chercher Journal Check Tool puis introduisez dans revue Science ou Science, c'est l'American Association for Advancement of Science, ça c'est le nom de revue. L'organisme, c'est de financement, on peut mettre les fonds de recherche du Québec qui nous financent presque la majorité de nos étudiants, centres de recherche ou chercheurs. Puis pour l'institution, on peut mettre Université de Montréal. J'ai essayé d'écrire, puis je le trouve quand même dans dans le Journal Check Tool. Euh, fait que si on ira mettre ces informations-là, je vous donne une minute, vous pouvez me dire c'est quoi le résultat que vous trouvez suite à cette recherche, puis je peux faire l'exercice avec vous par la suite. Donc, dans le chat, vous pouvez me répondre c'est quoi le résultat que vous avez trouvé suite à la recherche de la revue Science American Association for Advancement of Science, puis l'organisme de financement, le Fonds de recherche du Québec, puis l'institution, c'est l'Université de Montréal. Je peux faire ça aussi avec vous. Est-ce que vous voyez encore mon écran? Oui, Parfait.
Est-ce que vous avez obtenu une réponse? Oui, moi j'ai trouvé que le journal est aligné avec la politique du FRQ. Parfait. Puis là, on voit que ça fit avec l'auto-archivage. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Donc, ce qui est bon ici, c'est que quand on clique sur plus d'informations, on aura toutes les informations en lien euh, avec les, disons, les exigences de revue. Puis, on voit aussi qu'on pourra faire une publication en voie verte qui est le dépôt institutionnel. Il n'y a pas de frais de publication qui s'appliquent. La publication pourrait être faite sans embargo, sous licence CC BY, etc. Donc, on a une multitude de choix euh, ou une multitude d'informations suite à cette recherche qu'on peut faire. Euh, Moi, je vous ai dit que généralement, on trouve 4 résultats, mais moi, je peux dire qu'il y a 5 résultats qu'on peut voir, ou 2 résultats en même temps, puis il y a un cinquième résultat. Donc, quand je dis 2 résultats, par exemple, des fois, on voit euh, revue touchée par euh, l'entente de transformation plus auto-archivage, par exemple. Donc, soyez pas étonnés si vous voyez plus qu'une option dans le résultat. Maintenant, pour le cinquième résultat que j'ai trouvé, on peut essayer cette revue Annals of Palliative Medicine, puis toujours avec Fonds de recherche du Québec et Université de Montréal comme institution. Puis vous pouvez me dire c'est quoi le résultat. J'irai faire l'exercice avec vous. Cindy, est-ce que tu as trouvé le résultat? Ça va bien long. Good. J'ai trouvé que c'est pas possible. Mais en fait, ça s'aligne pas avec la politique. Exactement. Donc, ça pourrait être plusieurs raisons ici. Le Journal Check Tool, il nous donne les motifs. Donc, d'une façon générale, je vais juste reprendre la présentation. Donc, c'est ça. Comme j'ai dit, il y a 4 résultats, des fois plus qu'un résultat, auto-archivage et un autre résultat. Et le quatrième, c'est que c'est pas en ligne, ça respecte pas les exigences ou il faut vraiment vérifier certaines informations, comme par exemple, euh, il y a des problèmes avec le libre accès ou des critères spécifiques avec le libre accès, où il faut payer des frais qui ne sont pas permis, où la revue n'existe simplement pas. Puis là, je tiens à vous dire, il faut faire attention pour les revues prédatrices. Je vais vous parler de ça très, très brièvement après, mais on le voit là, on peut avoir plusieurs raisons et motifs. Puis, si jamais on a un problème, n'hésitez pas à aller contacter votre bibliothécaire. Donc, puis, comme j'ai dit, ça se peut que le journal n'est pas encore inscrit dans la base de données du plan S. Pour cette raison, je vous ai mis quelques autres outils. Je vous envoie la présentation, comme j'ai dit, puis ici, c'est des liens, vous pouvez aller les voir. Je vous ai mis le Sherpa, qui est aussi un outil qui vérifie les informations des revues, euh, qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui ne permet pas, le Directory of Open Access. Vous pouvez aussi, si vous êtes intéressé par une revue en particulier, vous pouvez aller voir si ça permet le libre accès, c'est quoi les modalités, c'est quoi les spécificités. Et aussi, en tout temps, vous pouvez contacter votre bibliothèque parce que eux autres, c'est des spécialistes, puis ils vont pouvoir vous guider par rapport aux non-compatibilités. Des fois, c'est juste des choses qu'il faut ajuster, puis ça pourra fonctionner. Je dis toujours si on est vraiment intéressé par un journal en particulier. Donc, les mises à jour, oui, c'est vrai, elles touchent les pratiques des chercheurs, mais aussi
euh, il y a des mises à jour qui touchent un peu les infrastructures. Quand on parle d'infrastructures, généralement, c'est soit des équipes, un réseau, un regroupement, institut ou un centre de recherche. Étant donné qu'on est dans le CRIR, on est affilié à un centre de recherche. Donc, pour les mises à jour dans le bilan annuel, nous devons fournir une liste de publications examinées par les pairs dans la dernière année et indiquer celles qui sont diffusées en libre accès immédiat et sous licence ouverte. Donc, on le voit là, chaque année, il faut qu'on envoie un compte rendu pour les articles en libre accès. Et à partir de décembre 2025, en déposant une demande de renouvellement de financement, il faut vraiment fournir la liste des publications examinées par les pairs et indiquer celles qui sont diffusées en libre accès immédiat. Donc là, on voit que euh, le chercheur a un impact aussi sur les demandes de financement d'un centre de recherche, par exemple. Donc, il faut augmenter les proportions des publications en libre accès parce que cette proportion-là est prise en considération lors de l'évaluation scientifique effectuée après une demande de financement. Qu'on voit que c'est vraiment très, très important de faire la publication en libre accès. Puis, nous, on est allé voir, la proportion des articles publiés en libre accès au CRIR. On voit que on fait très bien, on travaille vraiment fort. On publie chaque année un très grand nombre d'articles, mais reste que la proportion des articles publiés en libre accès, elle est alentour de 54-53%. Donc, il faut absolument que on augmente la proportion des publications en libre accès pour s'aligner avec les politiques puis la vision des FRQ. Puis, c'est la responsabilité des chercheurs et des étudiants pour publier ou diffuser les articles en libre accès. Puis, pour les étudiants qui ne publient pas un article, c'est très important de publier leur mémoire de maîtrise ou de doctorat dans un dépôt institutionnel sans embargo. Ça, c'est, mettons, la responsabilité des chercheurs et des étudiants, puis la responsabilité de CRIR. Nous, de notre côté, on essaie d'offrir des sessions d'European sur le libre accès, puis on diffuse aussi l'information sur notre site Internet. Je vous ai laissé les liens si jamais vous voulez aller voir les informations sur notre site Internet, vous pouvez les utiliser. Donc là, on parle de libre accès, mais Mohamed, comment on peut savoir s'il y a un article qui est publié en libre accès? Et comment on peut savoir, l'écrire qu'on a des articles qui sont publiés en libre accès? Donc, généralement, on utilise le MPWAL. Le MPWAL, c'est une extension. C'est pas vraiment un site, mais c'est une extension qu'on télécharge puis qu'elle se colle sur notre Firefox ou Chrome. Puis, ça permet de savoir si la publication, elle est en libre accès ou elle n'est pas en libre accès. J'ai eu une question, comment on peut capter? Donc, nous, ce qu'on fait, dès qu'on reçoit le CV du chercheur, on va aller prendre son article, puis on va aller chercher sur PubMed, par exemple, puis on peut voir si cet article, il est en libre accès ou il n'est pas en libre accès. Puis, c'est là où on peut faire nos proportions parce que des fois, dans le CCV, on ne le voit pas ou on ne coche pas que cette publication doit être en libre accès. Je vais vous faire une petite démonstration pour un article en libre accès ou pas en libre accès. Donc, je suis allé sur PubMed, tout le monde en connaît PubMed, puis je suis allé chercher un nom de chercheur, Tamas Philop. Donc, pour ce chercheur-là, par exemple, on pourra ouvrir son article, le premier article. Puis dès qu'on rentre sur la page de PubMed, là, on voit que il y a le cadenas vert qui est ouvert. Si on clique sur ce cadenas-là, c'est là où on va avoir accès à tout l'article avec le format PDF. Donc, c'est très, très simple, très facile et très utile. Un contre-exemple, si on veut voir un article qui n'est pas en libre accès, on peut cliquer sur cet article. Puis en accédant à la page de PubMed, on voit que le cadenas est fermé, puis si on clique, ça ne marche pas. Ça dit qu'il n'est pas en open access, cet article. Donc,
très, très facile à utiliser, très utile à utiliser. Puis pour le un paywall, il faut juste aller sur le lien de un paywall, puis ajouter l'extension. Moi, je l'ai déjà, elle est ici, mais on peut vraiment juste ajouter, puis ça va fonctionner automatiquement. Je vais reprendre ma présentation. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous ai mis le lien de un paywall, puis vous pouvez plus tard l'essayer. C'est un outil qui est vraiment très efficace pour détecter les articles publiés en libre accès. Donc là, je veux juste attirer votre attention par rapport aux appellations. Oui, Cindy. Oui, ben en fait, je viens juste d'aller sur mon euh, Furter Chrome pour installer un paywall. Ouais, Et ça dit que cette extension ne sera peut-être bientôt plus disponible car elle ne respecte pas les bonnes pratiques concernant les ouais, extensions Chrome. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives si jamais ça n'existe plus? Très, très bonne question. Déjà, on a eu un meeting mardi passé, puis on a parlé de ça justement. Pour le moment, on utilise le un paywall, mais on est en train de chercher avec une personne qui est beaucoup plus spécialiste comment on peut capter les, euh, les, euh, les publications en libre accès. Puis c'est un peu controversé parce que des fois, il voulait juste protéger les droits d'auteur, mais la licence que je vous ai présentée, ça protège les droits d'auteur parce qu'il faut toujours créditer le droit d'auteur. C'est peut-être pour cette raison qu'on voit un peu que c'est controversé, mais ça fait des années qu'on l'utilise, puis on n'a aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Peut-être, puis on est en train de voir avec une équipe de spécialistes s'il y a d'autres moyens. Parfait, C'est merci. bon? Merci à toi. Donc ici, je voulais juste que vous faites attention par rapport aux mentions. Si un article est publié en libre accès, généralement, il y a le genre de cadenas qui est ouvert. Puis, on voit généralement aussi la mention de la licence. Mais les articles qui ne sont pas en libre accès, là où on voit par exemple free access ou free to read, ça c'est juste un accès temporaire, c'est pas vraiment le open access. Ou par exemple, si on voit full access, des fois on est juste abonné à une revue ou on passe par le réseau de notre bibliothèque ou le réseau de notre centre de recherche, mais c'est pas vraiment le libre accès. Et s'il n'y a pas une mention aussi, donc c'est pas un libre accès. Il faut garder juste dans la tête que si on parle de libre accès, généralement le cadenas, la mention Open Access et la mention de la licence Creative Commons. Maintenant, on a parlé comment on peut détecter, c'est quoi le libre accès, c'est quoi les exigences, mais comment on peut faire ça? Est-ce qu'il y a plusieurs moyens? Donc oui, il y a plusieurs moyens pour faire la publication en libre accès. Ça, c'est un tableau que j'ai pris de la page web du FRQ ou de la politique. Donc, je vous ai laissé le lien à droite, vous pouvez aller le consulter. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Il y a certains aspects qu'on a déjà abordés, mais pour vous dire que la voie verte, c'est la voie pour le dépôt institutionnel. Donc, on va passer par une revue à abonnement. C'est ce qu'on voit dans la case qui est à gauche, juste au-dessous de la voie verte. Donc, on passe par la revue à abonnement. Pour faire un dépôt institutionnel, c'est la voie pour faire le dépôt en accès libre, en accès libre et immédiat. Puis, ça, c'est une voie qui est gratuite. Il n'y a pas de frais pour faire la publication avec un dépôt institutionnel. Maintenant, pour la voie dorée, on a deux voies et on a les revues en libre accès immédiat. C'est les revues open access qu'on connaît tout le monde. Puis, on peut faire le dépôt directement sur le site de la revue. Par contre, il y a des frais, je vais vous montrer ça sur la prochaine diapositive, mais c'est des frais qui sont admissibles. La deuxième voie dorée, c'est les voies revues à abonnement. On a parlé tantôt des voies, des revues à abonnement. On peut faire ça sur le site, mais ça nous coûte de l'argent. Ce n'est pas gratuit. On paie pour un abonnement et on paie aussi pour rendre nos articles libre accès. Mais ce n'est pas recommandé par l'FRQ parce qu'on paie deux dépenses ou on paie en double.
Donc, c'est pour cette raison que les dépenses sont non admissibles. C'est là où on parle de la restriction, le troisième point qu'on a abordé dans les politiques. Voix Diamant, c'est des revues qui sont en libre accès immédiat, puis qui sont gratuites. Contrairement à la Voix Dorée, revue en libre accès, celle-là, elle est gratuite, donc il n'y a aucun frais. Ils ne sont pas très, très populaires et très connus parce que généralement, c'est des revues qui n'ont pas un impact facteur qui est élevé. Puis, ce pas vraiment des revues prestigieuses. C'est pas une règle. Fait que moi, je vous encourage, si vous voyez, si vous pouvez comme voir des revues euh, en voie diamant, vous pouvez le faire aussi, mais toujours recommander la voie verte, puis on va voir pourquoi par la suite. Voie orange, je ne veux pas revenir en arrière. On a expliqué, c'est des revues à abonnement, c'est soit des revues en transformation ou c'est des revues qui sont touchées par une entente de transformation. Donc, d'une façon générale, ce que les chercheurs utilisent, c'est soit la voie dorée avec revue en libre accès. Ce qui est bon, c'est que c'est rapide, c'est un libre accès automatique, mais c'est payant. Quand je dis c'est payant, ça pourra coûter jusqu'à 6 000 $ américains, qui est quand même une grosse somme. Donc, je peux dire qu'elle n'est pas très, très recommandée, on pourra le faire. Je vous ai laissé à droite quelques journaux à libre accès. Donc, on dit que c'est pas idéal parce que c'est payant et ça coûte beaucoup d'argent, jusqu'à 6 000 $. Puis, on a aussi la voie verte. Ce qui est très important, c'est que si jamais on a fait une publication avec voix dorée pour les revues en libre accès, pas pour les revues en abonnement, là, euh, il ne faut pas faire le double. Donc, si on a fait la voix dorée, on ne fait pas la voix verte pour les revues en libre accès. Maintenant, pour la voix verte, on va passer par la revue sous abonnement. Comme on a dit, c'est les revues classiques, prestigieuses, avec un fort facteur d'impact, très, très connu. C'est la voie qu'on utilise en général. Donc, ces revues-là sont sous abonnement, mais ça offre l'option de faire le libre accès, mais on doit payer pour faire le libre accès. Donc, on revient toujours au point de paiement. Mais pour un peu, mettons, bypasser le paiement parce qu'il y a des restrictions, etc., on pourra publier nos articles dans une revue sous abonnement, puis on ne paye pas, mais on fait une deuxième étape qui est le dépôt institutionnel, ou ce qu'on appelle l'auto-archivage. Donc, c'est genre deux étapes qu'on peut faire. Il y a beaucoup d'avantages, je vais vous le dire par la suite. Le grand avantage, c'est que c'est publié automatiquement ou directement en libre accès et ça ne coûte pas de l'argent. Puis en même temps, on publie dans les revues sous abonnement qui sont prestigieuses. Donc, dépôt institutionnel, c'est quoi un dépôt institutionnel? Donc, c'est une archive numérique gérée par une institution, une université ou un organisme de recherche, qui permet de stocker, préserver et de rendre accessibles en libre accès les publications scientifiques, les thèses, les rapports de recherche et autres documents produits par ses membres. Puis ce type de dépôt facilite la diffusion des connaissances et assure la pérennité des travaux de recherche. C'est quoi les avantages de ce dépôt institutionnel? Ça permet la publication dans des revues prestigieuses, un impact factor qui est quand même bon. Puis, je peux vous dire que la majorité de ces revues autorisent le dépôt institutionnel. Donc, on peut profiter des deux. Ça assure une accessibilité gratuite et une pérennité pour les publications. Ça s'enligne avec la vision des FRQ. Ça favorise la conformité avec les politiques de financement des chercheurs. Et c'est ce qu'on veut. On veut vraiment s'aligner avec nous, organismes de financement. Ça réduit le coût d'accès et de dépôt de chercheurs. Donc, comme j'ai dit, parce que pour les revues à abonnement, on paye pour un abonnement et on paye pour le rendre nos publications en accès libre, mais ça réduit le coût d'abonnement parce qu'on va voir des publications en libre accès, puis on peut publier en libre accès sans payer de l'argent. Ça, c'est une stratégie qui arrange vraiment tout le monde. Puis, ce qui est important, c'est que ça prévient les risques liés aux éditeurs ou aux revues prédatrices. Je ne rentre pas dans les détails, mais les éditeurs ou les revues prédatrices,
Ce qu'ils font généralement, ils exploitent les modèles du libre accès pour générer des profits sans vraiment garantir un processus de révision rigoureux, ni offrir un service d'édition de qualité. Et c'est souvent des journaux ou des revues avec un facteur d'impact, excusez, qui est trompeur. Donc, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages avec le dépôt institutionnel. Puis, maintenant, comment on peut faire un dépôt institutionnel? On aura besoin de quoi pour faire un dépôt institutionnel? Donc là, on a dit, on a déjà fait les démarches avec une revue avec un abonnement. On a vérifié avec l'outil du plan S que cette revue permet la diffusion ou la publication en libre accès. Fait que ce qu'on aura besoin, on aura besoin d'une version post-publication ou post-print. C'est vraiment la version qui a été évaluée par les pairs en vue de publication. Celle qui est juste avant la publication. Cette version-là, d'une façon générale, ne contient pas de logo ou de DOI ou elle ne contient pas une mise en forme, la mise en forme de la revue ou les numéros de page, etc. Donc, moi, je vous conseille vraiment et je vous suggère de garder cette version en format Word. Comme ça, vous pouvez la transmettre ou la convertir en format PDF pour pouvoir l'utiliser pour faire le dépôt institutionnel. Je vais vous montrer dans les prochaines diapositives comment le faire. Puis, on aura aussi besoin de DOI, qui est le Digital Object Identifier. Puis aussi quelques informations de l'article, comme les auteurs, la date, euh, la revue, etc. Encore une autre fois, je vous rappelle, si on a déjà fait une publication dans une revue Open Access, c'est pas la peine de faire les deux procédures. Donc, une des deux. Maintenant, comment déposer un article dans un dépôt institutionnel? Disons sur le plan pratique, comment ça fonctionne? Nous, on va présenter l'UDM, McGill, Concordia UQAM parce que la plupart de nos étudiants et chercheurs sont affiliés à ces universités-là. Juste à vous dire qu'en accédant euh, dans ces liens que j'ai laissés, des fois, on voit politique de libre accès des universités. Il ne faut pas faire le sou. C'est vraiment les mêmes politiques des organismes subventionnaires. Donc, c'est la même chose qu'on vient juste de mentionner depuis le début de la présentation. Puis, juste à vous mentionner aussi, si jamais vous avez des questions beaucoup plus spécifiques ou des précisions, je vous invite vraiment à consulter la foire aux questions ou aussi le bibliothécaire de votre université ou de votre institution. Donc, pour l'Université de Montréal, très, très simple. Je vous ai laissé le lien à droite. Ils utilisent le Papyrus ou la plateforme Papyrus pour le dépôt institutionnel. Donc, vous voyez dans les encadrés verts, il faut commencer par ouvrir une session. Très important, si vous le faites pour la première fois, il faut créer la session. Donc, soyez pas étonnés si vous mettez vos informations d'université puis ça marche pas. Il faut vraiment créer une session. Puis, s'identifier, donc mettre votre courriel de l'UDM, votre mot de passe. Par la suite, on clique sur Soumission. La troisième choix à gauche. Donc, quand on clique sur Soumission, on doit par la suite choisir l'école ou la faculté ou notre faculté ou notre institution. Puis, par la suite, il faut aller mettre les informations, donc mettre toutes les informations qui décrit votre article, puis téléverser votre format PDF, le post-print, comme j'ai dit, puis par la suite, juste soumettre. Ce qui est bon, c'est que, ou ce qui est avantageux, c'est qu'on peut sauvegarder, quitter, puis revenir finir le processus. Donc, en général, c'est très, très simple, c'est très, très user-friendly. Puis, pour l'Université de Montréal, on a le guide, et je vous ai mis le lien pour le guide. Donc, ça dit que il faut créer un compte, il faut remplir le formulaire, téléverser le fichier, comme je viens juste de vous mentionner, accorder la licence pour que la diffusion soit non exclusive à l'Université de Montréal. Puis, par la suite, c'est l'équipe des bibliothécaires ou l'équipe de bibliothèque qui va prendre en charge
votre document qui va être diffusé en libre accès, puis ils vont vous informer euh, ils vont vous informer que votre document a été publié. Comme j'ai dit, je ne rentre pas trop dans les détails techniques, mais vous pouvez demander au bibliothécaire. Donc, ici, un petit rappel à droite pour les versions des articles. Euh, c'est coché, genre les articles acceptés, puis les articles publiés. D'une façon générale, ce que j'ai vu dans les dépôts institutionnels, on utilise plus souvent les versions acceptées, donc les post-print. Euh, c'est ça, les informations qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que le fichier doit être sous forme PDF, ça doit inclure les informations bibliographiques, le titre de la publication, les auteurs, euh, toutes les informations qui vont vous demander ici en remplissant le formulaire. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'Université de Montréal. Pour McGill, ils ont le e-scholarship, puis il y a deux options. Une option qui est très, très simple et très, très facile. Il faut juste envoyer à escholarshiplibrary@mcgill.ca votre version d'article, puis les informations aussi des articles, et ils vont s'en occuper. Ou aussi, vous pouvez remplir un form qui est en ligne. Puis, je vous ai laissé aussi le lien pour aller directement sur le e-form. Généralement, il faut mettre la faculté, le département, le centre et l'affiliation, le OERCID, les informations nécessaires ou complémentaires pour l'article, s'il y a des spécifications ou des choses spécifiques que vous voulez ajouter. Puis, il faut déposer votre article est très important. Si jamais ça dépasse 11 items, il faut le partager sur Dropbox ou OneDrive avec la personne bibliothécaire ou la personne qui s'occupe de cette procédure. Pour l'Université de Concordia, euh, toujours le même principe. Il y a une plateforme qui s'appelle Spectrum. Il faut aller sur cette plateforme, cliquer sur Déposer item, mettez votre nom d'utilisateur et mot de passe, puis faire la procédure comme l'Université de Montréal. Je vous ai aussi mis l'information concernant le guide euh, ou la liste de contrôle pour déposer sur Spectrum. Ce qui est très, très important en général, c'est de mettre toutes les informations, le DOI, le nombre de revues, l'année, volume, numéro, puis vous allez les voir, toutes les informations, en remplissant votre formulaire sur Internet. Puis on va finir par l'UQAM, pareil, très, très simple. Vous avez le lien, vous pouvez cliquer sur le dépôt, sur l'onglet Déposer, puis vous mettez votre nom d'utilisateur, mot de passe et continuez toujours avec les mêmes procédures. Donc, chaque personne affiliée à une université doit faire le dépôt institutionnel sur la plateforme de son université. Très, très important. Puis, comme j'ai dit, si vous avez des questions ou si vous avez des informations plus spécifiques et précises, n'hésitez pas à voir aux questions ou les bibliothécaires. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre attention et pour votre présence. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai reçu une question étant donné que ça va être enregistré, peut-être la personne qui a posé la question, est-ce que on paye pour le dépôt institutionnel? Donc, ma réponse est non, on ne paye pas pour le dépôt institutionnel. Donc, c'est pas mal ça. C'est ça. Je vous donne la parole à vous si vous avez besoin, si vous avez des questions. J'ai pas de questions, mais merci beaucoup pour la présentation. C'était clair et ça donnait beaucoup d'informations. Ça me fait plaisir. Marie-Hélène a écrit quelque Ouais, ben, chose je peux te la poser, c'est que, tu parce que sais, je ne voyais pas. ouais, dans ton moteur de recherche, là, faut que tu aies une idée du journal. Je me demandais si tu veux, y a-tu moyen de dire,
Ben, je cherche un journal où je paye pas plus qu'un certain montant. C'est dans tel type de zone verte, comme tu parlais. Fait que, tu sais, moi, je voudrais plus savoir quel journal, quand j'ai fait ma recherche, correspond à mes critères. Est-ce que ça existe, ça? Oui, oui, comme je l'ai montré, le journal, quand on clique sur la recherche, il y a comme une bulle d'informations, puis ça donne toutes les informations. Est-ce que c'est Oui, sous oui, licence mais ouverte? Mhm. il faut déjà avoir le nom du journal. Moi, Oui, c'est ce que je veux savoir, c'est si je veux savoir dans quel journal, c'est quoi mes options de journaux. Fait que je veux faire, tu sais, je veux arriver avec le output à la fin. C'est un journal qui correspond à mon domaine de recherche avec le budget ou exact. le. Ouais, fait que c'est ça. que- Généralement, on connaît les journaux là où on publie. Si c'est des journaux qui sont, par exemple, spécialisés en gériatrie Ouais, ou mais par le exemple, problème, c'est que c'est ça, c'est que moi, je les connais, puis ceux que je connais, ben, ça coûte de l'argent. Fait que là, il faut que je change mes stratégies. Fait que là, je les connais pas, les journaux qui répondent aux critères. Hein. C'est ça l'affaire, c'est que ça met des exigences différentes. Fait que c'est pour ça que moi, je les connais pas parce que si sont plus, si les journaux avec lesquels je fais affaire, ça marche plus selon les règles de FRSQ, ben, faut que je fasse une démarche différente. exact, c'est ça, c'est ce qu'on dit. On dit que si ça répond pas vraiment aux critères, il faut choisir d'autres journaux. Euh, Puis, comme j'ai dit, ça c'est plus, on est habitué, peut-être en consultant les articles, en faisant nos recherches, il y a des articles là qui sont publiés quand on effectue notre recherche bibliographique. C'est sûr qu'on rencontre des articles qui sont publiés dans dans des journaux ou des revues. Donc, on pourra voir si ces revues-là respectent les exigences et respectent aussi nos choix. Sinon, je réfère aussi aux bibliothécaires. Peut-être ils vont pouvoir vous guider avec le choix des journaux si ça répond pas vraiment aux critères. Puis comme j'ai dit là, peut-être le, le Journal Check Tool ne donne pas beaucoup plus d'informations, mais je vous invite aussi à utiliser ou à voir avec Sherpa. Ça donne beaucoup plus d'informations en lien avec les revues et ça donne vraiment des options qui sont plus flexibles. Je dirais, on peut voir plusieurs options avec Sherpa. Si Marie-Hélène, vous voulez vérifier, moi je peux vous dire vérifier aussi avec Sherpa, pas juste pas juste le Journal Check Tool. Si ça répond pas à vos critères, vous pouvez toujours chercher encore ou voir avec les bibliothécaires. OK. Parce Mm. que c'est bien tout ça, là, mais c'est ça, je trouve que ça met beaucoup d'exigences là, Oui, sur la façon dont on doit publier. Nous, on a nos exigences universitaires où on doit montrer notre productivité, puis qu'on se positionne à l'international. Fait que tu sais, c'est pas évident là, de jongler avec tout ça. Je te remercie pour la présentation, mais oui. c'est pas. C'est pas pratique. Ben, tu sais, je comprends, on comprend le principe, mais ce que le FRQ veut, puis ce que notre institution veut, c'est pas pareil. Ouais, Donc, si on veut appliquer pour des fonds, il faut montrer aussi qu'on est capable de publier dans des journaux de renommée. Fait que c'est ça. Je trouve qu'il y a une philosophie là, qui est pas vraiment alignée là, entre ce qu'on doit faire et les moyens qu'on a pour le faire. Fait que, ouais. voilà. Ouais. Je Mais je sais que comprends. c'est pas toi, là, mais c'est Oui, juste c'est que. plus les Ouais. exigences. Ouais. C'est ce que j'ai dit à la fin de la présentation. D'une façon générale, les politiques des institutions sont alignées avec les organismes subventionnaires. J'espère qu'il y aura une entente là qui va arranger tout le monde. Je comprends aussi que comme chercheur, vous êtes entre les deux, entre les FRQ et par exemple les institutions, mais euh, espérons qu'il y aura un équilibre entre les deux politiques pour que ça soit propice et simple pour les chercheurs. Mais c'est ça. En effet. Ouais. C'est ça. Merci. Je comprends très très bien votre point de vue, mais espérons que ça va se régler. Espérons que Tout à fait. l'FRQ va écouter le message. Ouais. Ouais. Merci.
Merci, Mohamed. C'est moi qui À vous bientôt. remercie. Merci, bye bye. Au revoir. Bye.